Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire, cette masterclass sur les retracements et les extensions de Fibonacci. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis bien accompagné de notre cher Daniel Cohen. Bonsoir Daniel. Bonsoir Raphaël, bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, comme vous le voyez à votre écran, le titre parle de lui-même, Retracement et extension de Fibonacci. C'est le dernier livre que Daniel a sorti. Peut-être que tu l'as avec toi ou pas le livre, Daniel? Alors, je l'ai pas avec moi, je l'ai pas avec moi, mais Bon, on va en tout cas, c'est un livre retrouver, qui est déjà sorti, hein. on va le trouver là. Il est déjà sorti ce livre. On peut déjà Il vient le… de sortir. Il vient de sortir il y a il y a oui, un mois à peu près. On l'a sorti au moment du salon d'analyse technique, hein, donc ça fait oui, un bon Ok. mois. Ça fait un bon mois. Bon, parfait. Donc, ça fait partie de la longue liste maintenant que tu es devenu un vrai professionnel des livres où tu as fait Ishimoku, les bandes de Bollinger, puis à chaque fois, et puis là maintenant Fibonacci. Euh, Est-ce qu'il y a d'ailleurs une raison particulière pour laquelle tu t'es intéressé à ce sujet ou en fait c'est la lignée de plein de sujets dont tu voudrais parler dans des livres? Voilà, pourquoi Fibonacci après Ishimoku, après Bollinger? Alors, en fait, ça fait 4 livres que j'ai eu le plaisir, parce que ça a été un plaisir d'écrire en à peu près un an et demi. Et en fait, ces 4 livres, c'est un peu tout ce que je sais sur l'analyse technique et l'utilisation de l'analyse technique pour l'investissement ou le trading. Et ce sont en fait, avec le temps, les outils qui sont les miens et mes méthodes de travail qui est la mienne. Dans le premier livre, donc Le pouvoir d'Ishimoku, on retrouve du Fibonacci, on retrouve des chandeliers, de l'utilisation des chandeliers japonais, on retrouve des bandes de Bollinger, et en fait, j'ai mis avec le temps au point une méthode dans laquelle, eh bien, j'allie à la fois ce que me dit Ishimoku et un certain nombre d'outils qui sont majoritairement ces trois-là, la lecture des chandeliers, et on va le voir sur plusieurs exemples au cours du webinaire. Savoir lire les chandeliers japonais, c'est absolument fondamental. Si vous ne savez pas bien lire et interpréter les chandeliers, vous allez passer à côté de beaucoup de choses et certainement commettre des erreurs qui peuvent être fatales pour les performances de trading. Après, les extensions de Fibonacci, les retracements et du moins les outils de Fibonacci, c'est quelque chose moi, qui m'émerveille. C'est pour ça que le livre, je l'ai sous-titré Les mystères du nombre d'or. On est sur des choses, on va les voir, hein, qui sont tout à fait extraordinaires, qui fonctionnent. C'est presque, ça fait partie des choses de la nature que l'on ignore encore. Le pourquoi on l'ignore encore. Cela marche d'une manière extraordinaire. On va voir pas mal d'exemples ce soir. Et puis les bandes de Bollinger, eh bien, c'est l'utilisation de la volatilité. Et donc, si on n'a pas de volatilité, c'est difficile d'espérer pouvoir rentrer en position et espérer gagner de l'argent. Donc, je combine avec Ishimoku l'ensemble de ces 3 éléments, Fibo, Bollinger et les chandeliers, donc pour faire ma méthode d'analyse et de trading. Alors, en fait, je vais faire un petit aparté, une petite pub, si tu me le permets. En fait, Bien ces sûr. 3 livres, les 3 derniers, font partie d'une collection que j'ai démarrée dans ma dernière année de président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Et on a lancé, il y a maintenant un peu plus d'un an, on a lancé une collection de livres d'apprentissage de l'analyse technique. Il y a, pour l'instant, il y a 8 livres. Il y en a un qui sort à l'automne. Il y en aura 2 qui vont sortir en début d'année. Et l'objectif, c'est d'avoir sur une grosse dizaine ou une douzaine de livres l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur l'analyse technique. Alors, ce sont des livres qui font environ entre 100 et 120, 130 pages, qui traitent totalement
des sujets, de chacun des sujets, hein, les trois là que j'ai écrits, de l'analyse technique, qui va faire que déjà avec les 8 qui existent, celui qui les maîtrise peut se considérer comme un bon analyste technique et s'il les a assimilés, il doit voir ses performances de trading augmenter de manière très importante. Et j'insiste et je m'engage sur le très important. Parce que Hmm. sur chacun des outils, le fait de pouvoir consacrer plus de 100 pages sur chacun des éléments, ça permet de commencer à faire de l'initiation et après, ça permet également de bien rentrer dans la technique de manière à ce que sur chacun des grands éléments de l'analyse technique, celui qui les a assimilé l'ensemble, connaît très bien, mais vraiment très bien, chacun de ces grands pans et l'ensemble des 11-12 grands pans de l'analyse technique doivent permettre à celui qui les maîtrise d'être non seulement un bon analyste, mais de pouvoir derrière avoir des performances d'investissement ou de trading tout à fait favorables. Bon, très bien. Bah, écoutez, on a hâte en tout cas de voir ce nouveau travail que tu nous as préparé. Je crois que tu as fait une présentation, donc ça va se passer, j'imagine, de la manière suivante, c'est tu as préparé quelque chose pour nous expliquer les grandes lignes de ton livre et l'idée derrière Fibonacci, pour ensuite aller directement sur des graphiques pour prendre des cas concrets d'analyse technique dans laquelle tu intègres Fibonacci, éventuellement de parler d'une des stratégies, parce que j'ai vu que tu avais plusieurs stratégies que tu avais développées dans ce livre, ce qui est très intéressant parce que ça te permet à la fois d'apprendre la théorie Fibonacci, comment l'intégrer, puis surtout quel type de stratégie tu peux appliquer, parce qu'après, c'est là toute la question. Quand on est trader, là, il y a toutes les personnes qui nous suivent, donc a priori, ils traitent tous. Tout le monde recherche un petit peu la bonne stratégie. Est-ce qu'il faut utiliser cet indicateur-là, celui-ci, comment le faire? Et en fait, on remarque avec l'expérience, eh bien, un peu toutes les stratégies sont bonnes. C'est difficile ensuite de bien les appliquer, d'avoir une bonne gestion de risque. Donc ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que dans ce livre, au-delà d'apprendre le Fibonacci, ses retracements, ses extensions, on apprend des cas concrets de stratégies un peu clés en main. Je crois que tu en as 3 ou 4 que tu développes. Peut-être qu'on pourra en regarder au moins une ce soir, où tu combines en fait Fibonacci avec d'autres outils. Et cette combinaison amène en fait à une stratégie vraiment complète, clé en main, qu'on peut utiliser voilà, dès aujourd'hui. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on commence tout de suite avec ta présentation pour aller ensuite sur les cas Alors, concrets. on va pas voir toutes les, comme tu dis, il y a 3 ou 4 grandes approches. On va pas pouvoir tout voir ce soir en 1 heure, mais j'ai essayé de centrer la présentation sur 2 volets. Un, comprendre ce qu'est Fibonacci, comprendre pourquoi ça marche, personne ne sait, mais comprendre le fondement de Fibonacci, comprendre les éléments de retracement et d'extension. Derrière, on va rentrer dans l'utilisation. Je vais, au niveau des retracements, on va regarder ce que représente chacun des retracements et je vais vous présenter de manière un peu animée une situation dans laquelle tout le monde s'est trouvé, mais tout le monde, à un moment important et dans laquelle tout le monde n'a pas su quoi faire. Alors, vous allez voir, et je pense que rien que ce sujet payera, entre guillemets, très largement l'heure que les participants vont me consacrer. Et puis, on verra des cas non seulement concrets, des cas qui sont, dans un en particulier, ça a été une des recommandations que j'ai fait à mes clients aujourd'hui même. Hein, donc, on va les voir, en combinant retracement, extension, et on va voir également la combinaison avec les bandes de Bollinger. Pas Ok. d'Ishimoku du tout aujourd'hui. Allez, on est Ok. parti. Alors, là, je vais enlever, si j'enlève ça, non, qu'est-ce que je fais? Je voulais enlever ma tête, ça, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est tout bon, hein. On voit bien ce Oui, que tu…
Oh. Alors, attends, il faudrait que j'enlève un peu. Je vois ma tête et ça me gêne. Ah, Tu as la voilà. possibilité qu'en haut, il y a écrit webcam et Ouais, tu non, mais peux, quand tu cliques dessus, tu as caché toutes les webcams. ce que je voudrais, c'est enlever le bandeau. Je voudrais enlever le Ah oui, ça, tu bandeau. peux le déplacer sur un autre écran. Ouais, si j'y arrive à le faire. Voilà. Voilà. Ah, maintenant je suis à l'aise. Alors, donc on va aller très très vite hein, sur la première partie, mais ça vaut quand même le coup de comprendre un petit peu dans quel schéma on se trouve. Donc Leonardo de Fibonacci, Leonardo de Pise, dit Leonardo de Fibonacci, est un mathématicien italien qui est né en 1170 à Pise et mort en 1250. Donc il était mathématicien, il était à l'époque les gens qui avaient, comment dire, qui étaient développés, ils faisaient de la philosophie, faisaient différentes activités, mais lui, c'est surtout dans les mathématiques qu'il s'est développé. Et comme souvent les mathématiciens, ben, ils se créent des problèmes et ils cherchent à les résoudre. Donc Fibonacci a voulu résoudre une suite qui est dans laquelle chaque élément est la somme des deux précédents. Et il a voulu chercher quelle était la limite du rapport Fn, donc c'est le énième élément de la suite, sur le précédent, Fn sur Fn-1. Et vous allez voir que ça donne des choses absolument surprenantes. Alors, si je prends une suite de ce type-là, avec des premiers termes 0, 1, donc le suivant, ça va être à nouveau 1. Celui d'après, ça va être la somme des deux précédents, 1 plus 2, 3. Le suivant, ça va être 2 plus 3, 5. Le suivant, 3 plus 5, 8, etc. Et on commence à voir, dès qu'on a un certain nombre d'éléments hein, dans la suite, si je fais le rapport entre un élément et le précédent, comme ici 55 sur 34, je tombe sur un 618. Si je fais 89 divisé par 55, je tomberai à nouveau sur un 618. Et si je fais 144 sur 89, je tombe encore sur un 618. Et ce 1 618, c'est c'est tout à fait personnel, hein, Raphaël. C'est pour moi une des plus grandes énigmes de l'humanité. Alors, on va continuer. Donc, on va pas, comment dire, régler l'équation telle qu'elle. On va aller rapidement. Donc, si on appelle mu la limite de Fn sur Fn-1, donc Fn sur Fn-1, c'est mu. Donc, on a Fn sur Fn-1, Fn-1 divisé par Fn-2, c'est mu également. Et j'ai alors Fn qui est égal à Fn sur mu plus Fn sur mu au carré, ce qui me donne une équation du deuxième degré à une inconnue qui est mu2 moins mu moins 1 égale 0. Donc, équation du deuxième degré qui a deux solutions, une qui est 1 plus racine de 5 sur 2. On va parvenir hein, au lycée, le discriminant, etc. Et 1 moins racine de 5 sur 2. Mais 1 moins racine de 5 sur 2, c'est négatif. Et le 1 plus racine de 5 sur 2, eh bien, c'est 1 618. C'est ce fameux nombre d'or. Alors, si je prends, donc je pars de Fn sur Fn-1 égale 1 618. Et si je pars de Fn égale 1, ça va nous donner Fn-1, eh bien, c'est 1 divisé par 1 618. Ça fait 0 618. Si je prends Fn-2, c'est 0,618 à nouveau divisé par 1,618, c'est 0,382. Et si je prends là encore le précédent, le Fn-3, c'est donc Fn-2, 0,382, divisé par 1,618, ce qui me fait 0,236. Et je vois donc apparaître déjà mes principaux retracements de Fibonacci, qu'on va voir plus tard, ou d'extension, mais surtout retracement, le 61,8, le 38,2 et le 23,6. À l'inverse, si je prends Fn plus 1, lui, c'est donc 1,618. Fn plus 2, donc c'est 1,618 multiplié par 1,618, ça me donne 2,618. Et Fn plus 3, eh bien c'est 2,618, c'est-à-dire Fn plus 2,
multiplié par 1,618, ce qui fait 4,236. Et on retrouve bien mon 4,236, c'est bien Fn plus 1, mon Fn plus 1, plus Fn plus 2. Et on Attends, retrouve… Daniel, pardon, on voit pas ton slide là. Est-ce que tu peux cliquer sur ton slide? Je ne sais pas pourquoi on le voit pas. On voit que ça a été bloqué. Tu as bien écrit dans affichage, c'est bien écrit. C'est pas écrit pause, hein, c'est écrit play. On voit pas mon slide là. En fait, non, il a été bloqué. J'ai l'impression que c'est bloqué. Est-ce que tu peux regarder dans affichage si tu n'as pas mis quelque chose en pause ou Attends, ce que j'ai renvoyé sur le deuxième écran. Bizarre ça. Alors, qui s'allume. Alors. Affichage. c'est pas en pause? Alors, je cherche l'affichage. C'est en pause. Comment je sors de pause? Pourquoi c'est en pause? Il est marqué en pause. Bah, clique dessus du coup pour voir si tu peux mettre play. Ouais. Ouais, là, normalement, ouais, là, c'est bon. Donc, On ça voit bien défile ton là? écran. Là, On les c'est bon, voit ça là? défile, ouais. Oui, oui, c'est bon. Ah, d'accord. OK. Donc, je reviens. Donc, on n'avait pas vu ça. Non, on n'avait pas vu. Donc, ce que je montrais, donc, on a donc notre rapport, hein, on a vu Fn sur Fn-1, c'est 1,618. Donc, si je pars de Fn de 1, le précédent, eh bien, c'est 1,618, 1 divisé par 1,618, ce qui me fait 0,618. Si je prends le précédent, c'est 0,618, donc Fn-1, divisé par 1,618, ce qui me fait 0,382. Et celui encore avant, c'est donc Fn-2 divisé par 1,618, 0,382 divisé par 1,618 égale 0,236. Et on voit apparaître là les différents niveaux de retracement de Fibonacci. Dans l'autre sens, si je remonte au-delà de 1, le au-dessus, le Fn plus 1, c'est 1,618. Le suivant, Fn plus 2, c'est donc 1,618 multiplié par 1,618, ce qui me donne 2,618. Et le Fn plus 3, c'est 2,618 multiplié par 1,618, ce qui me donne 4,236. Et je retrouve des éléments d'extension de Fibonacci qu'on va voir apparaître un peu après. Alors, dans le schéma de Fibonacci, ont été rajoutés avec le temps, d'abord le 0,786, qui est la racine carrée de 0,618. Ça, c'est du pragmatisme. Hein. Le 0,50, alors 0,50, c'est pas du tout issu des calculs de Fibonacci et des opérations autour du nombre d'or. C'est que, eh bien, souvent, un mouvement retrace sur la moitié de son amplitude. Et puis le 1,272, qui est assez utile, qui est la racine carrée de 1,618. Donc, on va passer rapidement, mais vous voyez qu'on est déjà dans quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, qui est qu'un nombre qui arrive comme ça, 1,618, qui est en fait la limite d'une suite qu'a déterminé il y a maintenant 800, plus de 800 ans Leonardo de Pise, eh bien, c'est un des éléments qui va nous servir au niveau des marchés financiers. Alors, en plus, il y a plein d'interprétations du nombre d'or. Hein. On le retrouve dans de nombreuses créations des hommes et de la nature, et on va voir je vous ai montré, j'ai mis quelques photos. Donc, c'est la pyramide de Khéops, c'est-à-dire le rapport entre la hauteur et la base, de la pyramide de Khéops, de la pyramide du Louvre, du Parthénon, du temple de Salomon et de nombreux temples antiques, des cathédrales, Chartres, Notre-Dame, des églises. En peinture, évidemment, on va retrouver Léonard Vinci, la nature, la spirale dorée de Fibonacci que l'on va voir. Alors ça, je trouve absolument extraordinaire. C'est le rapport longueur sur largeur de la molécule d'ADN, c'est exactement le nombre d'or.
Et puis, dans le schéma d'esthétique humaine, le fait d'avoir dans différentes proportions du corps humain, la hauteur, distance, sol, nombril, c'est le nombre d'or. La largeur de la bouche sur la largeur du nez, c'est le nombre d'or. Et les phalanges sont dans des rapports de nombre d'or. Alors, on voit Mona Lisa et on voit comment Mona Lisa, eh bien, les éléments s'enroulent dans la suite de Fibonacci. 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Et on retrouve ces éléments qui nous donnent l'enroulage du schéma dans un sens ou dans un autre. Et puis, on a l'œil du cyclone. Et regardez un peu cet enroulement de l'œil du cyclone. Les différentes étapes se font chacune dans la proportion du nombre d'or. Et ça, le trouve le plus extraordinaire, la molécule d'ADN, le rapport largeur sur hauteur, eh bien, c'est tout simplement le nombre d'or. Donc, on est dans un schéma qui est un schéma avec lequel s'est développé aussi pas mal d'ésotérisme. Et on arrive en fait à deux éléments qui vont caractériser ces éléments de Fibonacci. C'est à la fois les phénomènes d'harmonie et de beauté. On retrouve effectivement ces éléments, et puis maintenant on va se dire, bon ben c'est bien hein, ce que vous expliquez, c'est sympa, mais les marchés financiers avec ça, quel est le rapport? Alors on va essayer de les regarder, et quand vous prenez ici un mouvement, un premier mouvement, il se développe, il consolide pile poil sur le 38,2, ici, en violet. Je reprends le mouvement suivant, il reconsolide. Il reconsolide où? Sur le 38,2. Et je reprends un troisième mouvement derrière. Il reconsolide un petit peu plus loin que le 38,2, dans un premier temps sur le 38,2, avant de partir d'une manière un peu plus aléatoire. Mais vous voyez qu'ici, on a le développement d'un mouvement avec chaque fois un retracement sur le 38,2 et qui donne à la fois à ce mouvement, au moins jusqu'ici, hein, arrêtons-nous ici, qui donne un schéma, le graphique il est beau, il est tout simplement esthétique et il se développe d'une manière extrêmement harmonieuse. Une phase impulsive, un retracement sur le 38,2, une phase impulsive, un retracement sur le 38,2, etc. Et on va voir tout à l'heure que les meilleures circonstances pour rentrer en position, après qu'il y ait eu une consolidation, c'est lorsque le mouvement va jusqu'au retracement 38,2 et repart. Comme ici, hein, on a notre retracement, il arrive là en violet sur le 38,2 et vous avez une belle structure de retournement en de bougie japonaise. On l'a ici aussi, une nouvelle structure de retournement qui est ici une étoile du matin. Et sur le troisième, on a d'abord une structure d'arami haussier et qui nous permet de repartir. Là, bon, on arrive un petit peu au bout. Il y a aussi, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Donc, vous voyez que à chaque opération harmonieuse, et c'est un des éléments du trading ou de l'investissement, c'est d'essayer de se mettre dans une structure qui soit la plus harmonieuse possible. Et vous allez voir que quand on arrive sur le 38,2 et que l'on rebondit, eh bien, c'est un moment tout à fait privilégié de rentrer dans un mouvement haussier circonstance, excusez-moi, que vous auriez raté à l'origine, eh bien, le retracement, notamment sur le 38,2, c'est une deuxième chance aux investisseurs qui n'ont pas pu rentrer au bon moment dans la tendance haussière. Donc, on retrouve là clairement à la fois ce rapport entre le nombre d'or ou ses dérivés comme le 38,2 en termes de retracement, et le fait d'en avoir plusieurs donne un mouvement qui a une grande harmonie. Alors, on va les voir, ces retracements un par un. Là, c'est des choses qui sont très récentes puisque je les ai introduits aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait, on est tout à fait dans l'ère du temps. Là, vous avez NJ. NJ, je suis sur une tendance qui est très haute, qui est bien haussière, hein, depuis plusieurs mois.
Là, j'ai eu une première, c'est pas celle-là que je vais regarder, j'ai eu un premier retracement et je suis revenu chercher une zone de support ici sur 19,95. Sur cette zone-là, eh bien, j'ai eu une figure un schéma de retournement en chandelier japonais. C'est pour ça qu'il est très important de savoir lire et comprendre les chandeliers. C'est un schéma qu'on appelle une structure de creux en pince, c'est-à-dire que je suis venu tester à 2 reprises ce niveau de 15,95 et dans les 2 fois, les acheteurs ont montré qu'ils voulaient défendre ce niveau. Et puis, après une bougie d'hésitation, j'ai ouvert ici un gap. Donc, les acheteurs ont montré qu'ils reprenaient la main sur le marché et on est allé chercher et tester donc le sommet historique il y a quelques jours, le 7 mai. Le 7 mai, on est allé toucher le sommet historique à 18,41 et là, on est rentré en consolidation. Et vous voyez que ma consolidation, eh bien, le marché s'est à nouveau retourné sur le retracement 38,2. Et vous voyez qu'en plus, ce niveau de donc 17,49, c'est un niveau absolument très important et j'ai vraiment observé, parce que je l'avais vraiment dans mes tablettes, parce que vous voyez également que ça a été un niveau de résistance. Et dans ma tendance haussière, c'est avant le sommet ici, c'est l'avant-dernier sommet. Ce qui veut dire qu'à l'époque, quand ceux qui ont été rentrés éventuellement à ce moment-là étaient tous en perte, puisque les vendeurs ont repris la main. Et vous voyez qu'ici, sur ce même niveau, les acheteurs ont repris la main. C'est ce schéma, ce phénomène de polarité. Et il se trouve que, eh bien, ce niveau, cet avant-dernier sommet dans la tendance haussière correspond au retracement 38,2 du dernier rallye. C'est un niveau absolument privilégié. Et effectivement, aujourd'hui, on a rebondi sur ce niveau donc de 17,49. Et là, on a tout à fait l'espoir que le mouvement haussier devrait pouvoir continuer. On remarque également, hein, lorsque l'on est sur ces sommets, on remarque une chose importante, c'est que très souvent, eh bien, on a des creux de volume. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait ce retournement? Eh bien, les acheteurs ont acheté jusqu'à ce niveau-là, et puis à un moment donné, la majorité des intervenants étaient longs. Et en fait, il y avait plus d'acheteurs. Et c'est pour ça aussi que les volumes ont tendance, quand les volumes diminuent autant qu'à ce niveau-là, quand on commence à avoir, comme la bougie ici du 7 mai, une bougie d'alerte, et la bougie du lendemain qui fait avec les précédentes une structure de chandelier japonais qui est une structure d'étoile du soir, là, on voit véritablement que, eh bien, les acheteurs n'ont plus la main, le retournement se fait au profit des vendeurs, et c'est ces situations, ces structures où, eh bien, il n'y a plus d'acheteurs prêts à payer 18,41 en la circonstance, où il y a plus d'intervenants qui sont prêts à vendre les 18,41 qu'à les acheter. Alors pourquoi le 38,2 est important, hein? On a vu, il y a 38,2, 50, 61,8. Pourquoi le 38,2 est important? Parce que c'est celui qui représente la plus grande harmonie dans un marché. On l'a vu tout à l'heure, un marché où on a une succession de rallyes, de retracements sur le 38,2, de rallyes, de retracements sur le 38,2, c'est les meilleures situations. Et un investisseur, il adore un rebond sur un 38,2. C'est la situation en trading la plus, comment dire, la plus attendue, celle qui donne le plus d'espoir. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est venu tester le sommet historique, mais regardez, il y avait du volume. Il y a du volume, donc il y a de l'acheteur. Donc, on a tout à fait, alors, le marché a toujours raison, hein, mais on a tout à fait la situation à l'heure actuelle. On va voir demain ce qui va se passer. On va voir tout à l'heure, comment on peut gérer cette situation. Eh bien, il y a tout à fait l'espoir de pouvoir franchir les 18,41. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, on avait les acheteurs ceux qui étaient en position acheteuse
Ils ne voulaient plus continuer à acheter. Il fallait que le marché se teste à un moment donné. Et c'est pour ça qu'il y a eu une consolidation. C'est-à-dire qu'à 18,41, il y avait un certain nombre d'acheteurs qui étaient prêts à se séparer de leurs titres. Mais quand on est revenu sur 17,49, eh bien, le marché est redevenu acheteur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ceux qui avaient vendu le 18,41 se sont dit, eh bien, moins d'1 € en dessous, le marché redevient acheteur. Donc, ça donne confiance à ceux qui sont en position qu'on a une chance d'aller plus haut. On a eu une belle dynamique aujourd'hui, hein, vous voyez, on a une belle bougie verte. Donc, ce qui veut dire qu'il y a actuellement un courant acheteur sur Engie qui est tout à fait favorable. On y reviendra. Voilà un autre exemple qui est un tout petit peu moins favorable, mais qui est également tout à fait dynamique. Et c'est une des recommandations que j'ai faites ce matin, un peu plus bas, autour de 72, je ne me rappelle plus, 72,20, 72,30. Donc, c'est une recommandation que j'ai fait client et on y reviendra tout à l'heure avec les extensions. Donc, on a de la même manière un rallye, un beau rallye. À un moment, j'ai une figure de retournement en chandelier japonais, là encore l'importance des chandeliers japonais, qui est en fait une englobante baissière. Et après, donc, on est venu, on ne s'est pas arrêté sur le 38,2, mais on s'est arrêté sur le 50%. Et vraiment exactement sur le 50%, hein, sur 71,16 €, hein, c'est Danone, oui. On est reparti, et vous voyez que hier, on avait ici un ancien sommet en ouverture, ici à 71,96. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on est venu tester ce 71,96, mais on n'a pas tout à fait atteint, il y avait une petite mèche haute. Et regardez aujourd'hui, les cours ont démarré au-dessus, on est venu retester le 71,96, ce niveau-là, et là, les acheteurs ont montré qu'ils voulaient absolument, défendre ce niveau de 71,96. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, on est reparti vers le haut, on est reparti à l'assaut du sommet ici à 75,56. Donc, vous voyez que l'on a, dans la lecture, on a nos niveaux de Fibonacci, mais on a aussi un schéma de chandelier japonais qui montre, et c'est une des choses les plus importantes en trading, c'est de savoir en permanence quel est le camp entre acheteur et vendeur qui détient le marché. Ici, sur la bougie du 6 mai, il y a eu un changement de main. Les acheteurs tenaient le marché et avec cette englobante baissière, les vendeurs ont repris la main sur le marché. Quand on est arrivé hier sur le 38,2, le 50%, excusez-moi, il y a eu une première figure d'hier qui est un harami, une structure qui est une pénétrante, pardon, excusez-moi, qui est une structure qui s'appelle une pénétrante, et la confirmation est arrivée aujourd'hui par le franchissement de 71,96. On y reviendra un peu plus tard dans le webinaire. Alors, je vais vous montrer là avec une succession de graphiques, une utilisation, et je l'ai mise très importante, des retracements de Fibonacci. Alors, prenons une situation, hein, peu importe l'actif, hein, on est en tendance haussière et par exemple, eh bien, je suis rentré au début ici dans la zone des 614. Je ne sais pas si c'est des euros, des dollars ou n'importe quoi. Je rentre à 614 et puis ça monte, ça monte, ça monte. Je suis content. J'ai acheté à 614 le 15 et puis un mois après, je suis à 736, donc j'ai gagné 20%. Tout va bien. Ah, le lendemain, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Grosse bougie rouge. Grosse bougie rouge j'ai ce que l'on appelle une structure en analyse technique de sommet en tour, donc qui est une structure de retournement, souvent assez puissante, et je pars à la baisse. Qu'est-ce que je fais? Alors, si quelqu'un ne s'est jamais posé la question dans cette situation, il faut qu'il me le dise parce que c'est un phénomène très intéressant. Qu'est-ce que je fais? Et puis, ça continue à baisser. Ah, ça repart. J'ai une figure de retournement haussière maintenant
qui est une étoile du matin, avec cette dernière bougie, pardon, cette dernière bougie verte. Je continue, et puis je repars à la baisse. Zut, qu'est-ce que je fais? Et la baisse, elle s'amplifie. Si je suis toujours en position, je vois sur mon compte Self-Invest, je vois ma ligne qui est en train de fondre comme neige au soleil. Et puis ça continue. Et puis ça continue. Et donc là, ce jour-là, début mars, j'avais acheté à 614, je ne suis plus qu'à 625, c'est-à-dire que j'ai perdu 90 ou 95% de mon gain. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, ça ne fait que continuer à baisser. Alors, je vais vous donner, là, vous montrer un des schémas, une des stratégies, la stratégie que j'utilise moi quand je me trouve dans cette situation. Et cette stratégie, c'est l'utilisation des retracements de Fibonacci. Alors, je vous ai mis là tous les retracements hein, depuis le début du positionnement, en fait, depuis le début du mouvement haussier, hein, pas depuis mon entrée en position à 614, mais depuis le début du mouvement haussier, ici en bas à 585, jusqu'en haut à 740, avec donc cette belle bougie de retournement. Vous voyez qu'on a commencé par hésiter sur le 23,6. On l'a cassé, on est revenu le tester à plusieurs reprises, mais il n'a pas tenu. Après, on est venu tester le 38,2. Vous voyez à quel point c'est précis. Hein. Pendant plusieurs jours, on est venu prendre support. Et puis tout d'un coup, on a cassé, on est redescendu, on est revenu le rechercher, ce 38,2. Donc il y a eu véritablement une bataille sur le 38,2. Et puis, le 50, cette fois-là, on ne l'a même pas vu, on est allé directement casser le 61,8. Alors, moi, quand je me trouve dans cette situation où je suis content, j'ai bien engrangé, j'ai une base qui est extrêmement claire, c'est la base de l'harmonie. Quoi qu'il arrive, si je casse dans le retracement le 38,2, je sors. Alors vous allez me dire, parfois on rebondit sur le 50, ouais, parfois on rebondit, mais parfois on revient à l'origine du mouvement et on ne le sait pas. Donc j'ai très clairement dans mon schéma de trading que lorsque je casse le 38,2, j'arrête. Alors vous allez me dire, oui, mais le 50, après on peut repartir. Eh bien, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, si je rebondis sur le 50, eh bien, je réinitierai une position acheteuse et je verrai ce qui se passe. Je peux tout à fait imaginer que, eh bien, tiens, ça peut rebondir, que là, elle n'est pas belle, hein, celle-là, hein, parce que j'ai un harami, donc qui est une figure faible de retournement en analyse technique. Donc, je ne vais pas prendre position sur un harami. Mais je pourrais, par exemple, imaginons sur le 61,8, là, j'ai une belle figure. J'ai une belle figure parce que là, j'ai une belle englobante haussière. Et là, je peux me dire, je n'aurais peut-être pas dû sortir. Ou, finalement, le 61,8, c'est le niveau sur lequel le marché va rebondir. Et puis, tout simplement, je rentre en position acheteuse sur cette belle bougie verte. Alors, je ne l'ai pas ici, mais ce que je vais faire, c'est qu'à partir de ce niveau-là, si je vois que ici, je commence à repartir vers le bas, je vais tout simplement remettre mes Fibonacci sur cette partie-là. Et si je casse à nouveau le 38,2, je sors. Alors, ça, c'est une stratégie. Hein. C'est à la longue, c'est en fait celle que j'utilise parce que il est normal, enfin, dans un mouvement de consolidation, de simple consolidation, dans une tendance qui demeure vraiment haussière, quand on rebondit sur le 38,2, c'est vraiment positif. Et même, imaginons que je sois en position, que je rebondis sur le 38,2 et que je reparte vers le haut, eh bien, il y a même l'opportunité de renforcer la position que j'avais pu prendre, par exemple, ici, au début du mouvement. Est-ce que ce phénomène-là, est-ce que interroger, ou moi je ne vois pas le chat, hein, si les participants peuvent s'exprimer, est-ce qu'ils ont compris au moins cette stratégie? On va les attendre, enfin on va attendre qu'ils répondent parce que pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de questions particulières depuis ta présentation. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Et cette situation, tout le monde s'est trouvé face à ce dilemme.
on retrace, je reste dans ma position jusqu'à quand? Donc moi, c'est clair, c'est sur le 38-2. Si je tiens pas le 38-2, ça veut dire que le mouvement a perdu son harmonie et donc ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse plus. Et puis si ça rebondit sur le 50 ou le 61-8, eh bien il sera toujours temps de reprendre une position acheteuse et puis à nouveau, si je repars à la baisse, remettre mes Fibonacci pour ressortir le cas échéant. Ce sera le cas ici sur le 38-2. Donc voilà, c'était le premier élément véritablement pratique en termes de trading, d'utilisation des outils de Fibonacci. C'est le premier qui est un des plus importants et qui est pour moi un des premiers grands messages de ce webinaire. Alors, je reprends le même et je travaille également et vous allez voir que ça va venir donner de l'eau à mon moulin, et ça marche toujours comme ça, de rajouter les bandes de Bollinger. Alors pour ceux qui ont participé, on avait fait ensemble, Raphaël, il y a quelques mois, quand j'avais sorti le livre sur Bollinger, on avait fait un webinaire sur Bollinger et j'avais expliqué une des règles que j'avais découvertes sur Fibonacci, qui est la suivante. Lorsque on a un mouvement baissier comme ici, ce mouvement, à un moment donné, il consolide, ce qui est sain. Tant que je n'ai pas de clôture au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, ou si j'ai une clôture juste au-dessus et que le lendemain, je reparte à la baisse. D'une manière générale, quand la moyenne mobile 20 périodes demeure résistance à la baisse continuera. Et c'est ce qui se passe ici. Vous voyez, j'ai hésité sur le 23,6. J'ai cette bougie ici, cette mèche qui est allée tester la moyenne mobile 20 périodes que les vendeurs défendaient. Cette mèche, c'est l'halali de ceux qui pensaient qu'on allait pouvoir remonter. On casse le 38,2, mais vous voyez qu'il faut attendre justement le rebond sur le 61,8 pour venir refranchir la moyenne mobile 20 périodes. Donc, ce qui veut dire ça, étape par étape, cette bougie, elle est extrêmement importante. Elle montre qu'on va aller à minima sur le 38,2, d'une manière absolument claire, absolument certaine. Réciproquement, si j'avais été en position vendeuse, tant que ma moyenne mobile 20 périodes est résistance, je suis tranquille. Je peux continuer à maintenir ma position vendeuse. Donc, vous voyez que quand je combine les retracements de Fibonacci avec les bandes de Bollinger, eh bien, je vais venir donner une argumentation supplémentaire à mon schéma. Et puis, le troisième élément, c'est à nouveau les bougies japonaises, les bougies. Vous voyez ici, dans la montée, eh bien, j'ai eu une résistance ici. Et les cours sont rentrés dans la bande. Ici, je m'aperçois que ce niveau-là, c'est certainement un hasard, c'est également le 38,2. Donc, on va avoir quelque chose qui se produira quand je viendrai tester le 38,2, qui va renforcer la réponse qui peut être violente sur le 38,2, ou ce niveau qui est un ancien sommet et qui est par essence un niveau théorique d'achat, s'il est cassé, il sera cassé violemment. En fait, tout lâche. La bande de Bollinger lâche, le 38,2 lâche et le support lâche. Et vous voyez que le mouvement derrière, il est violent. Donc, on est en train de mettre en place une palette d'outils qui se compose donc des retracements de Fibonacci, des bandes de Bollinger et du comportement des bougies japonaises. Alors, voilà un peu un commentaire, comment dire, ce n'est que, tout ce que j'explique ici, en fait, ce n'est que de l'expérience depuis une quinzaine d'années. Donc, les retracements entre 0 et 23,6, pour moi, ce n'est pas véritablement un retracement. On peut considérer que c'est une petite prise de bénéfice d'une vraiment minorité d'acheteurs et qui sera vite corrigée. À partir du 23,6, on est vraiment dans un schéma que l'on peut appeler un schéma de retracement.
Et entre 23,6 et 38,2, donc c'est un retracement sain, normal, harmonieux, d'autant plus que on se rapproche de notre 38,2 et que l'on rebondisse sur le 38,2. Ça, c'est la situation la meilleure, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Entre 38,2 et 50, donc on commence à s'éloigner de l'harmonie. Mais le mouvement initial, vous voyez déjà, mon discours, il change. Il conserve ses chances de repartir. Ça veut dire que si on va sur le 50, il a fallu descendre vraiment bas pour à nouveau réintéresser. C'est les soldes, hein. Les gens qui n'ont pas acheté à moins 38,2, eh bien, on essaye de descendre les soldes jusqu'à moins 50. Et si à moins 50, on a des gens qui achètent, eh bien, on repart vers le haut. Et entre 50 et 68,2, là, ça commence à prendre véritablement, le mouvement commence à prendre vraiment du danger. Donc, la probabilité de poursuite du mouvement initial se réduit. Toute prise de position dans le sens du mouvement initial ne pourra avoir d'objectif supérieur au départ de la consolidation. Sur le 68, le 61,8, j'ai mis 68,2, excusez-moi, le 61,8. Je peux rester acheteur sur le 50 et vous verrez un exemple tout à l'heure. Sur le 68,2, je ne prends jamais d'achat à titre personnel. Et au-delà de 61,8, alors là, on a une probabilité très forte de revenir au démarrage du mouvement initial. Donc, on voit en fonction du niveau auquel il faut descendre, où il faut solder l'actif pour retrouver des acheteurs, eh bien, on a une chance de redémarrage qui se réduit et on verra avec les extensions un objectif de redémarrage qui, lui, va se réduire. Alors, un nouvel élément d'utilisation conjointe de mes retracements et des bandes de Bollinger. Donc ça, c'est un schéma que je surveille à l'heure actuelle. Donc vous voyez, là, c'est Eurofins, c'est aujourd'hui. Donc on a eu un mouvement qui nous a amené sur le 6 mai à ne plus être en contact avec la bande haute. Et le 6 mai est un moment important, c'est le retournement, c'est le début du retournement de la bande de Bollinger inférieure. Donc ceux qui ont lu le livre ou ont participé au webinaire que l'on avait fait avec Raphaël il y a quelques mois, lorsque la bande basse de Bollinger commence à se retourner, on a pratiquement fait le gros du mouvement. Et vous voyez que le moment du retournement de la bande basse, c'est le moment de l'entrée en consolidation. Et là, la bonne nouvelle du jour, elle est double. Un, la moyenne mobile 20 périodes, elle tient. Et quand la moyenne mobile 20 périodes tient en retracement, eh bien, la probabilité de redémarrage est forte. Ce redémarrage, il s'est fait pile poil sur le 38,2. C'est fait en comblant le gap qui avait été ouvert avant-hier, le gap baissier qui avait été ouvert avant-hier. On l'a comblé. On a une bougie qui est une englobante haussière, donc qui a englobé la bougie de la veille. Et dernier élément, c'est une bougie en chandelier japonais qui s'appelle un marubozu, c'est-à-dire que l'on a ouvert au plus bas de la journée, on est monté toute la journée et on a clôturé au plus haut de la journée. Donc, à la fois, l'alliance avec les bandes de Bollinger me montre que l'on va commencer à rentrer en consolidation et que la bougie d'aujourd'hui me montre que l'on est probablement dans une bonne situation pour ouvrir une position haussière parce qu'on a l'ensemble des éléments, le 38,2, l'harmonie, on rebondit dessus, on a une bougie qui montre que les acheteurs ont repris la maîtrise du marché. Donc, on est dans une situation favorable sur Eurofins Scientifique pour repartir vers le haut ce soir. Alors maintenant, on va passer aux extensions Fibonacci. Alors, les extensions, en fait, c'est quoi une extension? C'est que tout simplement, je prends ici, dans le cas, là, je suis sur l'or, j'ai eu un rallye important depuis la fin du mois de l'année dernière, donc entre 2579 $ et 3167. J'ai retracé quasiment sur le 38,2 et en fait, à partir du bas de mon mouvement, eh bien, je reprojette le rallye.
et je reprojette eh bien, les différentes proportions du rallye. Ici, j'ai le 0,618, c'est-à-dire que par rapport à mon niveau bas, eh bien, j'ai déjà fait 0,61,8% du rallye précédent. Et quand j'arriverai, si j'arrive à l'extension 1, ça veut dire que eh bien, j'aurai reproduit exactement l'amplitude du rallye vers le haut. Donc, j'ai mes mêmes schémas, 0,618, 0,786 et 1, donc mes trois extensions de Fibonacci. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Lorsque je suis venu, là, le 3167 ici, c'était un plus haut historique pour l'or. Donc, lorsque, après avoir rebondi dans la zone du 38,2, et vous voyez que je rebondis ici avec une bougie qui englobe les deux précédentes, c'est également ce qu'on appelle une étoile du matin, elle englobe les autres et c'est une bougie qui a une belle taille. Elle montre clairement, et vous avez bien compris que c'est toujours ma question, quel est le camp entre acheteurs et vendeurs qui a la maîtrise du marché? Là, c'est les vendeurs pendant la consolidation et à partir de cette bougie, c'est les acheteurs qui ont repris la main sur le marché. Donc, qu'est-ce que je vais me donner comme objectif puisque je n'ai pas de résistance au-dessus? Eh bien, c'est les extensions Fibonacci qui vont me donner mes différents objectifs. Alors d'abord, le premier objectif quand je rebondis, c'est déjà au moins de refranchir le plus haut précédent. Et il y a des cas où on ne peut pas refranchir le plus haut. On fait ce qu'on appelle un sommet en pince et on peut repartir vers le bas. En dessus, eh bien, j'ai ma première extension à 0,618 et j'ai établi une statistique sur plusieurs centaines d'éléments de retracement. Quand on retrace un mouvement sur le 38,2, l'objectif statistique, c'est l'extension 0,786. Et vous voyez qu'à deux reprises, eh bien, on est venu tester ici mon extension 0,786. Et quand on a rebondi sur le 38,2, on peut aller, et c'est vraiment un maximum, sur l'extension 1. Donc, en fait, ici, on s'est arrêté au 0,786 à 3438. On n'est pas allé jusqu'à 3562. Donc, pour l'instant, eh bien, on est revenu l'or dans un rang. Il a plusieurs jours, ce graphique. En fait, on l'a cassé. On ne va pas pour l'instant plus haut que le 0,786. Donc, vous voyez l'utilisation des extensions Fibonacci, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre le niveau de rebond, le niveau de retracement et le niveau d'extension. Quand on est sur des sommets historiques comme ici, eh bien, on n'a pas d'autres éléments techniques pour se donner des objectifs. Et lorsque l'on est dans un schéma où on a au-dessus du précédent, plus haut dans la tendance, on n'est pas sur le sommet historique de l'actif, eh bien, on a des résistances au-dessus de la tête, eh bien, on va regarder dans ce cadre d'harmonie la cohérence, la complémentarité entre les résistances et les extensions de Fibonacci. Et lorsque l'on a des résistances qui sont proches de nos niveaux d'extension, cela renforce la probabilité d'aller tester ces niveaux. Donc voilà les utilisations importantes des extensions de Fibonacci. Alors, on a vu tout à l'heure le cas de Danone, le cas que je vous ai montré, qui est là, on est allé sur un 50%. Et c'est là où j'ai initié aujourd'hui un conseil de position acheteuse. Et donc, avec les objectifs, mon premier objectif, c'est le précédent sommet. Sur Danone, c'était un sommet historique à 75,56 €. Et puis, quand on fait un retracement sur le 50%, le niveau que l'on doit attendre, c'est évidemment moins bon que si on va sur le 38,2. Ce n'est pas le 0,786, c'est plus bas, c'est le 0,618. Donc, j'ai donné mon objectif 1 du trade à 75,56 et l'objectif 2, celui qui a pour moi la plus grande probabilité d'aller, c'est 76,66. Et puis, alors j'ai dû rentrer vers, je ne me rappelle plus, 60,
72 et des poussières, je ne l'ai plus en tête. Et puis mon stop, il est très clair, il est juste en dessous du 50%, il est juste en dessous de 71,16. Et vous voyez que déjà, eh bien, les volumes ne sont pas encore revenus importants, mais là, depuis le premier test, les volumes sont en train de repartir. Donc, et en fait, on a fait pour moi une belle journée dans la mesure où on a clôturé au plus haut de la journée. Donc, moi, je suis dedans, hein, à suivre. Mais je ne suis plus comme tout à l'heure dans le cas, quand je reviens sur l'or, le 38,2. Mon objectif, il était le 0,786. Et puis, si je m'étais arrêté au 23,6, mon objectif, il aurait été l'extension 1. Ça se comprend. Moins il faut descendre pour retrouver de nouveaux acheteurs, plus on a d'espoir qu'on va aller, qu'on aille plus haut. Plus il faut descendre, plus la marge de manœuvre derrière vers le haut sera réduite. Donc, mon Fibonacci, mon Danone, donc, il va me donner ces éléments. Et puis, on a vu Eurofins aussi tout à l'heure. Ça, c'est un autre trade. Hein, on a vu tout à l'heure dans le sens du retracement. Donc là, j'ai retracé sur le 38,2. On l'a vu tout à l'heure. On a vu tout à l'heure que l'on avait une belle bougie, un Marubozu, une englobante haussière, le comblement du gap baissier qui avait été ouvert avant-hier. Les volumes commencent à revenir. Et là, dans ce cas, évidemment, le premier objectif, c'est 57,78, mais je suis sur le 38,2, je vise en fait 61,20 €. Stop, évidemment, juste en dessous du 38,2. Donc, vous voyez comment, et ces situations, lorsque vous êtes en tendance, la tendance, généralement, on n'arrive pas à la prendre du bas. Alors les élotistes vont vous dire, eh bien déjà vous pouvez la prendre lorsque l'on est sur le troisième mouvement, qui est souvent le plus important. Moi je suis pas élotiste, donc je me dis, chaque moment où j'ai une phase de retournement dans une tendance, après une consolidation, c'est un mouvement privilégié pour rattraper la tendance. J'aime bien le faire lorsque le schéma est harmonieux. Je préfère j'ai plus à la limite il y a plus de grains à moudre ici aujourd'hui sur Eurofins que sur Danone. Les deux sont, pour moi, correspondent à des situations techniques sur lesquelles il n'y a rien à redire techniquement. J'attends plus du mouvement sur Eurofins que sur Danone, mais là aussi, mes objectifs sur Danone sont plus bas que mes objectifs sur Eurofins. Alors, petite question, Daniel, si tu veux revenir sur le graphique toujours d'Eurofins. Donc, t'expliquais que tu mettais le bas du Fibonacci à 48,53 sur ce graphique. Or, une question est posée sur pourquoi ne pas la mettre à 46, qui est le début a priori de la tendance. D'abord parce que, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une tendance et on a eu déjà une consolidation. Et je vois que cette bougie, elle m'interpelle. Alors, je pensais que vous allez me dire, mais pourquoi mon niveau de Fibonacci, je ne l'ai pas mis sur la mèche? Alors, je vais être. C'est pas l'exception qui confirme la règle, parce que ce niveau de 48,53, c'était un énorme niveau en Ishimoku. Donc, c'est lui qui a en fait fait le rebond. Donc, j'ai utilisé ce niveau parce qu'il était vraiment majeur. Donc, j'ai eu une consolidation. Quand je vois cette bougie, je commence à la regarder avec intérêt. Donc là, vous voyez, j'ai une structure qui est une structure d'étoile du soir. Donc, j'ai une structure de retournement baissier. Mais qu'est-ce qui se passe là, dès ce niveau-là, qui doit être à 47 et des poussières? Regardez cette bougie. Cette bougie, c'est un doji avec une mèche basse longue et une mèche haute très courte. Ça veut dire que cette zone ici, il est possible que les acheteurs la défendent. Donc, c'est bien sur cette bougie qu'il peut se faire un nouveau changement de main. Les impulsions, en fait, on traite des impulsions. Une impulsion, c'est lorsque, à un moment donné,
on a un changement de main, c'est entre deux changements de main, voilà. C'est entre deux changements de main entre les camps acheteurs et vendeurs. Cette bougie, c'est le changement de main entre vendeur et peut-être acheteur. Je ne le sais pas encore, mais cette mèche, elle m'interpelle fortement. Et puis le lendemain, alors là, c'est l'envolée. Et puis, mon deuxième niveau ici, eh bien, c'est le changement de main. Là, j'ai une première bougie qui s'appelle en chandelier japonais une couverture en nuage noir, donc qui commence à dire attention, c'est le signal d'alarme qui est déclenché. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai tout simplement un gap baissier qui est ouvert. La consolidation, elle est partie. Au passage, hein, vous voyez quelle est l'importance de bien connaître, de bien savoir lire les chandeliers japonais. C'est véritablement et de vraiment, et c'est peut-être le deuxième message fondamental que je voudrais que vous reteniez bien ce soir, c'est quel est, à chaque instant, vous posez la question, quel est entre acheteur et vendeur le camp qui tient le marché? Si je ouvre une position baissière, alors que, et je peux vous dire que j'en vois beaucoup dans les différentes ou formations ou salons où je peux faire des présentations, des gens qui ouvrent des positions baissières quand on voit que ce sont les acheteurs qui tiennent le marché. Dit différemment, je ne peux pas, à titre personnel, vendre sur une bougie verte. Je ne peux pas acheter sur une bougie rouge. Pour moi, c'est impossible. J'ai besoin de savoir et d'être dans le sens. Si je veux être contrarien, j'ai le droit, mais à mes risques et périls. Mais j'ai besoin de savoir quel est le camp qui tient le marché et j'ai besoin d'être l'allié du camp qui tient le marché. Est-ce que tu as une autre question, Raphaël? Oui. Euh, j'ai une question qui était posée. Bon, c'était au début, c'était Clément qui demandait comment vous fixer sa première position sur une fois que tu as fait des retracements. Est-ce que, en fait, à partir, je pense, de quel moment, dans cet exemple-là, par exemple, euh, est-ce qu'il faut rentrer quoi qu'il arrive sur 38,20 ou est-ce qu'il faut attendre je sais pas, une confirmation, quelque chose dans une stratégie un petit peu de Oui, trading? je Est-ce qu'il y comprends. a un moment précis où il faut se dire, voilà, là, on peut rentrer en position? Alors, je vais me répéter et je vais illustrer. Me répéter, c'est dire que, je prends mon cas d'Eurofins aujourd'hui, il est très clair, hein, je crois que tout le monde comprend que les acheteurs ont repris la main. C'est clair. J'ai la confirmation par un rebond sur ce niveau extraordinaire, 38,2. Hein. Donc, je rebondis sur le niveau qui est mon niveau d'harmonie, celui que j'attends en permanence. C'est fabuleux qu'on ait rebondi pile poil dessus. J'ai comblé mon gap baissier d'avant-hier. Mon volume est en train de commencer à remonter. Mais la journée d'aujourd'hui, c'est forcément une journée, c'est la journée de bascule en fait. Hein. Le fait d'avoir clôturé hier aux abords du 38,2 m'a fait dire attention, je vais regarder ce que fait Eurofins aujourd'hui. Et la bougie d'aujourd'hui me dit Eurofins, donc c'est un exemple de schéma acheteur. Sur le plan technique, acheter là, personne ne peut vous le reprocher. C'est un achat propre. J'ai une bougie qui me montre tout ce que je veux savoir. Le rebond sur le 38,2, une bougie, j'ai une qui est à Marubozu. Ce que je n'aime pas, ce que je n'aurais pas aimé, c'est si j'avais eu une bougie comme celle-là, par exemple. Une bougie comme celle-là, j'achète pas. Ça veut dire que les vendeurs, ils sont tapis à ce niveau-là. Ils étaient à ce niveau-là, les vendeurs. Donc, une bougie comme ça, j'achète pas. Une bougie comme ça, je peux acheter. Une bougie comme aujourd'hui, je peux acheter. Alors, autre élément, quand on a un Marubozu comme celui-là, on a un risque le lendemain de petite consolidation. Donc, je vais attendre tranquillement demain, le début de la journée. Et si je vois que je continue à partir vers le haut, là, je déclenche
mon achat, stop sous le 38,2, premier objectif 57,78, mais j'attends d'aller à 61,20. T'attends d'aller à 61,20 à long terme, c'est-à-dire pour Mon ton objectif deuxième take profit. au fond de moi-même, mais je vais suivre mon trade, hein, parce qu'à 57,78, peut-être que les acheteurs ne voudront pas non plus, ils ne voudront pas forcément aller plus haut. Mhm. Mais moi, je suis protégé par mon stop à 38,2. Donc, si je reviens dans la zone du 38,2, eh bien, ou si je casse mon 38,2, eh bien, j'essuierai une petite perte. Ok. Si je continue, je peux aussi m'arrêter au 0,618. Hein. Ça, ce sont les éléments tels que je vous les indique. C'est un travail que j'ai fait sur des centaines d'exemples et j'ai fait une statistique. Voilà. Ok. Qui marche pas mal, hein, qui marche pas mal. On l'a vu tout à l'heure sur le gold, eh bien, on est allé chercher, après le 38,2, pile poil le 0,786. Est-ce qu'on peut faire un exemple un peu plus live sur TradingView, sur peut-être pas une action, mais un indice? Alors, il n'y a aucun souci. Non, l'or, on l'a vu et on était au bout. Alors, il va falloir que je fasse une petite manip. Je vais faire une petite manip, surtout si vous allez me dire. Voilà, là on voit. Est-ce que Tout on bon. voit mon tribunal? On voit bien. On voit bien. Ok. Merci. Alors, dis-moi, je vais aller. Tu m'as parlé des indices, hein, c'est ça? Des indices, ouais, si tu pouvais prendre un indice boursier comme, je sais pas, le On S&P, le regarde, Dow. on part à l'aventure et on voit s'il y a Voilà, des on choses part à intéressantes l'aventure. sur chacun des éléments. Alors, le CAC. Le CAC, bon, rapidement, là, j'ai pas trop d'éléments, sauf un. On n'est pas sur du Fibonacci. Le CAC, et ça a été aussi mon conseil de la journée de ce matin, c'est plutôt du Bollinger. Regardez ce qui se passe. On avait des bandes de Bollinger qui étaient en train de se refermer. On est maintenant avec la bande haute qui s'ouvre. Donc, il me donne la disponibilité de volatilité pour aller plus loin. Mais le problème, c'est que les prix ne suivent pas. Et les prix n'arrivent pas à attaquer la bande de Bollinger. Donc, aujourd'hui, maintenant, moi, tant que je n'ai pas franchi la bande de Bollinger, à titre personnel, hein, moi, je te donne comment je travaille personnellement. Tant que je n'ai pas franchi cette zone-là, je me méfie et je n'achète pas et si, voilà, juste un petit, pour ceux qui suivent Ishimoku, eh bien, on est tout simplement ici sur le niveau où on a plongé, où on a eu ce twist de nuage, ce gros twist de nuage. Et donc, moi, j'attends de refranchir cette zone-là. Je sors. Voilà, c'était juste un parallèle. Mais j'ai pas de Fibo, j'ai pas de Fibo sur le CAC de manière, sur le DAX, j'en ai encore moins puisqu'on est très haut. Qu'est-ce que, est-ce Mais par exemple, là, si tu restais, je sais pas, sur cet indice, sur le DAX, si tu devais tracer un retracement de Fibonacci, parce que là, il y a une forte hausse, s'il y a un oui. retracement, on se dit, tiens, on voudrait acheter le DAX, mais on ne sait pas à quel prix, comment est-ce que toi tu ferais? Tu prendrais par exemple le bas, voilà, de la mèche, tu irais tout en haut, du haut de la Voilà. mèche, Alors et c'est comme là, on ça que est tu tracerais ton Fibo. alors bon. Là, il y a beaucoup, il y a beaucoup avant, il y a d'autres éléments avant le Fibo et qui sont plus forts. Si on repart à la baisse, la bande de Bollinger haute va se retourner. Et si je viens, comme je l'ai montré tout à l'heure, casser, et regarde, on est dans cette zone-là, dans cette zone des 22 610, 22 750, la moyenne mobile 20 périodes passe à ce niveau-là. Donc, le niveau à ne pas casser sur le DAX, c'est même pas le 38,2, c'est cette zone-là. Et si on la casse, eh bien, mon 38,2, il est à peu près
En fait, le 38,2 et le 50 encadrent ici le gap haussier inférieur. Mais déjà, d'abord, il n'est pas possible de rentrer en position pour moi aujourd'hui, ni dans un sens ni dans l'autre, au niveau du DAX. On est dans un schéma de consolidation un peu horizontal. La première zone ici, c'est celle-là. La première zone critique, c'est celle-là. Et la deuxième zone critique, c'est effectivement le 38,2 et la conjonction du 38,2 et du gap haussier ici. Le 38,2 est à 21 840 et le haut du gap est à 21 750. Donc, il est bien évident que ce niveau-là, il est absolument fondamental. Ok. J'ai peur déjà de celui-là. Ou, si je dis d'une manière différente, si je viens casser, combler mon gap, casser la moyenne mobile 20 périodes, il est quasiment certain que je vais venir tester le 38,2 et ma zone ici, 21 740, 21 840. La rupture de ce gap et surtout de ma MM20 m'assure, il est même tout à fait possible que si on casse violemment pour aller chercher cette zone. Donc, il y en a une première dans la zone des 22 800, 22 700, 22 750, et la deuxième en dessous des 21 800, pratiquement 1000 points en dessous. Donc, tu vois, avec l'utilisation des différents outils, j'ai 2 étages d'alerte. Ok. Qu'est-ce que l'on peut, en indice, on peut voir, qu'est-ce qu'il me dit le Nasdaq? Il me dit qu'il est en forme. Hein. Là, là, tout est bon vers le haut. Hein. Vous voyez le schéma, on a eu une petite consolidation, on est vite reparti, on était au bas d'un vieux canal haussier. Et en fait, on est revenu et le canal a tenu. Et vous voyez, pour l'instant, on a toujours une très bonne dynamique parce qu'on est toujours en contact avec la bande de Bollinger Haute. C'est quand le contact avec la bande de Bollinger Haute commence à faiblir, comme c'était le cas ici, eh bien, c'est là qu'on doit commencer à s'inquiéter. Donc, pour l'instant, le Nasdaq, je n'ai pas besoin de retracement, j'ai besoin de rien. Pour l'instant, c'est le bonheur. Qu'est-ce qu'il me dit le S&P? C'est à peu près le même schéma. J'ai pas pour l'instant sur les indices. Hein, là, je vois aujourd'hui, bon, ben, je continue à être haussier. J'ai perdu un peu de momentum, hein, mais néanmoins, je suis toujours dans un schéma qui est un schéma qui reste positif. Et là, je me guide à la bande de Bollinger. Pourquoi dis-tu que tu as perdu un peu de momentum sur le SP? Parce que bah, aujourd'hui, pour l'instant, on attend la clôture. Tu vois, je n'arrive pas pour l'instant. Enfin, je me détache un peu de la bande de Bollinger. Tu vois, Ok. je n'exploite pas toute la volatilité qui est disponible. Le fait, et ça c'est les beaux mouvements, quand les mouvements se développent en contact avec la bande haute, ça veut dire que je suis vraiment dans une forme dynamique et j'exploite toute la volatilité disponible. Bon, à un moment donné, on ne peut pas non plus, les arbres ne vont pas jusqu'au ciel. Alors, bon, on n'a pas, ceux qui ont suivi donc le webinaire de Bollinger, j'avais parlé rapidement des bandes de Keltner et j'avais indiqué qu'elle est en bleu ici, que lorsque on perd de momentum et que on casse la bande de Keltner, eh bien, il y a danger pour le mouvement. Ici, on a cassé la bande de Keltner, mais le gap a tenu. En fait, c'est la cascade des niveaux de support ou des zones de support. Ce ne sont que des comportements d'investisseurs, tout ça. Hein, en fait, hein, on traduit par l'analyse technique des comportements d'investisseurs. La bande de Keltner n'a pas tenu. On n'est même pas passé au-dessus de la bande de Bollinger, mais le gap a rassuré les investisseurs. Et la grosse dynamique, eh bien, elle date de lundi, hein, lorsque avec, bon, ben, c'était évidemment les rumeurs de deal avec la Chine qui ont complètement relancé. Et on a donc eu 2 journées extrêmement fortes. Aujourd'hui, bon, il est quelle heure? Il est
les 14 heures hein, à New York, il reste encore 2 heures euh, comment dire, d'ouverture de la bourse. Donc le mouvement, pour l'instant, il n'est pas en danger, il continue. C'est tout ce que sur les indices, c'est pas, on est malheureusement pas en consolidation pour l'instant. J'avais quand même, alors je vais quand même vous montrer. Je vous ai préparé deux actifs. Vous avez préparé deux actifs ici. Donc le premier c'est NJ. Le premier c'est NJ. Donc j'ai mis mes bandes de Bollinger. Tendance haussière. Grosse consolidation, évidemment. C'était après le 2 avril. Hein. On était au-dessus de la bande de Bollinger, forte. Regardez ce qui se passe. Cette bougie ici retourne la bande haute, ce qui veut dire que l'impulsion est terminée. On casse la moyenne mobile 20 périodes et on rebondit ici avec ce qu'on appelle un creux en pince. On vient tester 2 fois le creux et l'ouverture ici d'un gap haussier. Le mouvement, il repart, il refranchit la moyenne mobile 20 périodes et il repart vers le haut. Et vous voyez qu'à nouveau, c'est cette bougie ici. Hop, je me déplace un peu. C'est cette bougie qui retourne la bande de Bollinger basse vers le haut. L'impulsion est terminée. Ce mouvement-là est impulsif et terminé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, un peu comme dans le cadre d'Eurofins, on est venu tester le 38.2 et on est en train de repartir vers le haut. Alors, ici, qu'est-ce que je suis sur un sommet historique? Donc, comment est-ce que je peux traiter le problème? Donc déjà, eh bien, je vais utiliser mes extensions de Fibonacci, bien évidemment. Mais il va y avoir un mais quand même. Donc, je mets mes extensions hein, très proprement ici. Voilà, j'ai mes extensions. Donc, je suis allé jusqu'au 38.2. Donc, mon objectif, toujours en cas de franchissement de 18,42, mon objectif, c'est le 0,786, c'est 19,30. Ce que je pense qui risque de se produire dans les 2 séances qui viennent, où je continue à avoir une très forte dynamique et je franchis, sans le voir, mon 18,42, ici, mon sommet historique, et je viens arracher ma bande de Bollinger. Et à ce moment-là, je reprendrai beaucoup de dynamique. Il est tout à fait possible aussi que on reste pendant 1, 2, 3 séances autour de 18,41. Dit autrement, il est tout à fait possible qu'il y ait une grosse bagarre autour de 18,41 entre acheteurs et vendeurs. La bande de Bollinger, compte tenu du mouvement actuel, elle se met à plat, elle va commencer à se retourner, et c'est à ce moment-là que, eh bien, si les acheteurs doivent l'emporter, c'est là qu'ils l'emporteront. Donc, je regarde, j'attends, je vais voir ce qui se passe demain. Je ne serais pas étonné qu'on reste autour des 18,41, même un jour, 2 jours, 3 jours. Vous savez, hein, vous le savez tous, hein, je pense que Raphaël doit le dire souvent, il faut savoir être patient en trading. Hein. Il faut observer, il faut se donner les conditions possibles et dégainer, entre guillemets, lorsque toutes les conditions sont réunies. Donc là, moi, je vais attendre hein, tranquillement de voir ce qui se passe. Ou demain, la bande de Bollinger est arrachée par une bougie qui a le poids de celle-là. Et effectivement, là, je sais que j'irai au 0,786. Je vais arracher la bande de Bollinger, c'est-à-dire je vais la franchir. Elle va se retourner. Je vais clôturer au moins autour ou au-dessus. Elle va se retourner. Et là, la probabilité d'aller à 0,786, elle confirmera mon objectif. Mais je saurai être patient parce que il peut y avoir, hein, j'ai une mèche quand même hein, ici ce soir. Elle n'est pas énorme hein, cette mèche, hein, mais j'ai pas encore repris la Keltner non plus. Donc je montre une prudence, mais une prudence positive. Je suis attentif. Et le deuxième que je voulais vous montrer, c'est Rémi Cointreau. Là, j'ai beaucoup de choses là-dessus. Hein. Je vais commencer par enlever. Ah oui, ce que j'avais rajouté Keltner, donc j'avais beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais enlever?
Je vais enlever Bollinger également pour l'instant. Voilà. Donc, je voulais vous montrer Rémy Cointreau. Alors, Rémy Cointreau, c'est, si je passe en hebdo, c'est une sacrée tendance baissière. Hein. D'où qu'on aille, c'est une tendance baissière. Alors, on peut regarder deux phénomènes. Le premier, c'est que j'ai tracé. Le deuxième, que l'on va tester ensemble. Et je ne l'ai pas fait volontairement et vous allez voir pourquoi. Première possibilité, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu tester ici, évidemment, le 7 avril, comme tout le monde, on est venu tester un nouveau plus bas historique dans Rémy Cointreau, à savoir la zone des 40 €, et on repart à la hausse. On est venu ici tester le plus haut dans ma consolidation, et on a clôturé ce soir sur le 38,2. Alors, je vais regarder qu'est-ce qui risque de se produire demain. Est-ce que je vais rebondir sur cette espèce de 38,2? Dans ce cas-là, j'ai mis mes extensions de Fibonacci. Et mon premier niveau, le 0,618, il est au-dessus du gap baissier. Mais j'aime pas cette bougie. J'aime pas du tout. Donc, je vais tout enlever. Au moins, je vais enlever les extensions. Parce que je vais regarder autre chose. Ce que je regarde, c'est que tout simplement, les vendeurs, ils sont sur le 51,9. Je vais donc plutôt regarder si j'ai une configuration qui m'aurait donné un niveau là-dessus. Donc, je vais faire le contraire. Je vais faire le contraire, à savoir, je vais chercher, je vais partir donc de ici, hop, je vais enlever le précédent. Il était où mon précédent? Il était là. Voilà. Je vais chercher une zone ici. Voilà, j'ai déjà une zone, vous voyez ici, entre le départ de cette nouveau schéma baissier et le niveau auquel on est arrivé et sur lequel les vendeurs étaient présents. Les vendeurs étaient présents sur le 50%, sur cette zone-là. Et c'est à partir de cette zone-là que les vendeurs ont repris la main sur le marché. Donc, je suis plutôt dans un schéma où j'ai fini ma consolidation. Donc, ce à quoi je m'attends maintenant, je vais voir dans les jours qui viennent, qu'est-ce qui va se passer. Mais j'aurais plutôt tendance à repartir à la baisse. Alors, avec quels objectifs? Toujours le même schéma. Je vais prendre mes extensions de Fibo et je vais revenir sur une autre remarque. Ici. Ici. Voilà. Donc, j'ai plutôt envie, là, de confirmer demain une figure de retournement baissière. Vous voyez, là, j'ai commencé, on voit là que, eh bien, les acheteurs ont perdu la main, sont en train de perdre la main. C'est pas joué encore, hein. J'ai une mauvaise impression à cause de cette mèche haute. Donc, je sens qu'on a plus de chances de repartir à la baisse, mais je veux que ma figure de retournement soit propre, que j'ai une étoile du soir propre. Et si j'ai une étoile du soir propre, c'est plutôt une vente que je vais plutôt initier. Ma vente, elle me dira quoi? Stop au-dessus de ma mèche. Premier objectif, eh bien, la zone des 39, 40 et surtout le 0,618 à 39,2. Alors, vous pouvez me dire, mais il tâtonne, il fait au pif. Il y a un élément qui est absolument extraordinaire en Fibonacci, c'est que le schéma est autoréalisateur et il marche très bien en autoréalisation. C'est quoi autoréalisation? C'est que en fait, je cherche une configuration qui me donne mon résultat. Mon résultat, c'est que j'ai échoué sur un niveau de Fibonacci. Donc, je pars du principe que j'ai lâché sur un niveau de Fibonacci, que, comme c'est souvent le cas, dans ce cas-là, les acheteurs ou les vendeurs sont présents
sur le niveau de Fibonacci. Donc, je vais me mettre à chercher un point de départ d'impulsion. Ce n'est pas n'importe quel niveau, hein. Celui-là, je l'ai pris parce que ce niveau, c'était le point de départ d'une impulsion baissière. Je fais toujours mes Fibonacci, pas sur n'importe quelle bougie. Je n'aurais pas pu faire un Fibonacci avec cette bougie-là, hein. Ça n'a aucun sens. Je l'ai fait parce que j'ai un rallye dans un sens haussier et j'ai un schéma impulsif complet dans un sens baissier. Donc, je cherche une impulsion baissière qui consolide sur le 50%. C'est ça qui est important, hein. Et je peux avoir d'autres cas ou d'autres situations où c'est si je fais le cheminement, qu'est-ce que je fais? Non, je fais une bêtise. C'est pas celui-là qu'il faut que je touche, c'est celui-là. Je fais le schéma inverse, je regarde mon 38.2. Regardez, vous voyez ici, mon 38.2, il est là, mais mon 38.2, il correspond à rien. Donc, mon schéma, mais je peux avoir des cas où le 38.2, il fonctionne aussi, et vous vous retrouvez dans une situation où quand vous faites les extensions, le 0,618 de mon 50%, si j'avais eu un sommet ici, eh bien, ça aurait été le 0,786 du 38.2. Donc là, je confirme bien que j'ai un schéma très clair ici. J'ai eu une impulsion baissière complète. J'ai retracé sur le 50%. J'ai une bougie rouge, surtout avec une mèche haute qui me montre que les vendeurs sont rentrés comment dire, actifs sur le 50% de Fibonacci. Je suis probablement reparti à la baisse. Je n'attends plus que le fait de confirmer mon étoile du soir ici, donc demain, pour envisager une position baissière. Si après, si je devais l'envisager, après, il y a des problèmes de money management, il y a des problèmes de ratio rendement-risque, mais si je me posais demain la question d'une entrée en position, une chose est certaine, c'est que je mettrais mon stop au-dessus des 51,90, que je me donnerais comme premier objectif 40 et comme deuxième objectif maximum, quasiment maximum, le 0,618 à 35,88. Voilà. Parfait. Merci Daniel. C'était très clair et complet. J'espère que ça vous aura plu. L'heure passe, donc je vous propose de s'arrêter là. Merci à tous pour en tout cas vos questions, vos participations. Et puis, on va probablement poster cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un like, à commenter, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup Daniel, bravo pour cette présentation et puis encore bravo pour la sortie de ton livre sur le Fibonacci. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.